Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue ici. On dirait une Sud speakerine. Radio. Oui, c'est vraiment. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Denise Fabre. Moi, j'ai une question. Jacqueline Cora. Oui, non, mais j'ai une question. Qui a écrit cette série politique en direct sur toutes les chaînes? Qui c'est qui le scénariste? C'est un génie. C'est qui est le scénariste? Les Américains sont des gens Qui en train est le d'essayer de producteur l'acheter. de cette série? Ils essaient de l'acheter, mais ils ne savent pas. Donc j'ai dit adressez-vous à Éric Ciotti, à Front Populaire, à Emmanuel Macron. Est-ce que surtout. chacun écrit son texte ou alors est-ce qu'il y a des gens qui leur écrivent des textes? Non, c'est des trucs improvisés. Non, c'est un du festival d'improvisation. C'est La du vie théâtre est vivant. beaucoup plus douée que les scénarios. Il y en a qui sont très doués, hein, forcément. En tout cas, voilà, ce théâtre au quotidien, c'est quand même assez Mais étonnant. Je peux me permettre de vous dire une chose. Vous m'avez pas demandé comment ça va. Mais Et si ben je dans vous ce ai- monde de brut, hier soir, j'ai rajeuni de plus de 40 ans. Je sais J'ai ce vu que un vous avez film, tiens, regardé. vous nous mettez le son. La boum, bien sûr. Hier soir à la télé, Mais mon il Dieu. repassait la boum que je n'avais pas dû voir depuis 1985 à Mais peu près. j'ai raté la boum. Vous avez raté Oh la là boum là et là j'ai là. regardé ce film sorti en 1980. Et avec les booms, ça nous a rappelé notre jeune Non, mais temps. ça, c'est la boum 1, on est d'accord. Oui, c'était la boum 1 qui D'accord. repassait hier soir à la télé. Ah oui, donc Et c'est la alors boum 2, moi, que j'adore. Ça a fait un bien de revoir ça, mais alors ouais, vous avez le raison. slow magnifique, ah oui. Est-ce que vous avez regardé la boum, Philippe? Moi, j'ai regardé quelque chose de très gai sur Netflix, Les Juifs et Hitler. Ah oui, bon, c'est deux. Mais extraordinaire. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, Mais oui, c'est fabuleux. oui. Bon bah c'est Il y pas en a pareil. un qui se Non, mais, cultive, mais je regrette. il a raison de dire que ces films nous font du bien, les films de Diane Curis, revoir Oh là là. Diabolomante, Diabolomante. revoir des J'adore. choses comme ça, Mais c'est j'adore. franchement. Je ça fait dirais, du il bien. faut pas les revoir. Moi, je les trouve. Qui vieillissent mal. Quand tu les revois, Tu trouves tu qu'ils as ont mal des vieilli Ah La oui, boum je trouve. a mal vieilli, tu crois? Je sais pas. Est-ce qu'on peut oui. regarder dans le programme de télé quand est-ce qu'arrive la boum 2 s'il vous plaît, Le merci 7 beaucoup. juillet. Le 7 juillet. Au soir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Allez, le sommaire de cette émission revient dans la vraie vie, quoique on se pose des questions. Le grand débat du jour, je me sens capable d'être Premier ministre, a déclaré François Ruffin ce matin, quand hier, Jean-Luc Mélenchon n'excluait pas de diriger un gouvernement de cohabitation en cas de victoire du nouveau Front Populaire aux élections législatives. L'Alliance de gauche devra donc proposer un candidat pour le poste de Premier ministre. D'autres noms circulent, parmi eux Fabien Roussel ou encore Laurent Berger. Alors parlons vrai, est-il impératif d'avoir une seule tête d'affiche pour incarner un projet politique? Est-ce que prendre le plus consensuel est la meilleure solution? Et dans ce cas-là, qui serait-il ou elle bien évidemment? Et à cette question, qui doit être la tête d'affiche du nouveau Front Populaire? Vous dites à 26% Ruffin, à 22% Glucksmann, à 20% Mélenchon et à 32% autres. Vous pouvez les citer sur Twitter. Vous voulez nous réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. On en parlera avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Et le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Le psychodrame se poursuit donc chez les Républicains sur la question des alliances avec le RN. Le président Éric Ciotti saisit la justice contre son exclusion du parti, voté par un bureau politique qu'il avait refusé de réunir. Lui considère la décision comme nulle et non avenue. Ce matin, il est donc de retour à son bureau au siège des LR. Alors parlons vrai, est-ce que ce clash est une clarification chez LR? Est-ce que les LR peuvent échapper à une scission? Et à cette question, Ciotti est-il la voix des militants? Vous dites oui à 81%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et bien entendu, nous avons souhaité faire parler un membre des LR et nous avons eu lettre morte. Alors Luc Grasse est avec nous, politologue, pour nous expliquer ce qu'il se passe. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et en forme avec plein de choses à dire, j'imagine, Philippe Bilger. Mais j'espère. Du commentaire, du commentaire, du commentaire. Urbanité médiatique. Très, très, très. La voix douceresse de Oui, Madame là, c'est, Françoise de Au moins, Gaulle. moi, je ne suis pas fourbe et torve comme certains dans cette émission. Non, oui. Il va mais- apprécier Sébastien Ménard. Oui, bien sûr, c'est ça. me sens pas Très, visée très du heureuse. Ouais, c'est très, très heureuse. Avec on en parlait tout à l'heure avec Patrick Roger, enfin avec vous tous d'ailleurs. Je pense que jamais on a vécu un truc pareil, en fait.
C'est quand même. Non, mais c'est hors du commun. Dans le premier sens du terme. C'est hors du commun, en fait. Et je pense que les Français, qui sont des fous de politique. C'est passionnant et effrayant en même temps. C'est les deux, mais les Français sont fous de politique et je pense qu'ils apprécient, ils regardent ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, on apprend beaucoup. Bonsoir, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, consultant et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Et il y a des choses à dire dans ce quotidien. Et retraité de la vie politique française. Et bien content, surtout. Et bien content. Et qui a un peu honte de son ami Emmanuel Macron. Ah ouais, d'accord. N'allons pas trop vite en besogne et nous allons directement voir Fred de Bordeaux qui est avec nous. Bonsoir Fred. Bonsoir Fred. Bonsoir, merci pour votre invitation. Bonsoir aux auditeurs. Comment ça va Fred, de quoi parle-t-on dans un instant? Donc on va parler de la tête de liste de la nouvelle du nouveau Front populaire de gauche. D'accord. Ensuite, et par ailleurs, si vous souhaitez, on peut revenir sur ce qui se passe au niveau des LR. Et j'ai quelques éléments ou quelques points que je souhaiterais aborder sur ce qui se passe de façon générale en France. Moi, étant étranger, arrivant en France il y a une petite vingtaine d'années. Mais on va pas pouvoir tout faire. Toute l'émission. Bougez pas, on va déjà faire un sujet derrière l'autre. Vous bougez pas, on va au standard au 0826 300 300. Écoutez. Oui, bonjour, Dianata de Gradignan. Je vous appelle parce que j'en ai marre qu'on dise que le RN, le Rassemblement National actuel, est un parti fasciste, nazi. Dans ce cas-là, je me demande pourquoi 95% des gens de Mayotte ont préféré Marine Le Pen, ont préféré le parti du RN, ont choisi ça. Donc les Mahorais sont à 95% musulmans. Moi-même, je suis issue de la diversité visible et je suis une femme et j'apprécie le programme actuel de M. Bardella et de Marine Le Pen. Donc arrêtez de faire peur et arrêtez de dire que c'est un parti nazi et fasciste. Voilà, bonne journée. Au revoir. Alors, c'est pas 95%, c'est 52,42% qu'a fait Jordan Bardella à Mayotte. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Mais elle a tout à fait raison. Il est absurde de qualifier le Rassemblement National de fasciste. C'est une évidence. Mais non, bien sûr que c'est un parti d'extrême droite, même s'il n'en a plus les habits, il en a évidemment la tendance lourde, et je veux bien que nous soyons passés dans la machine à laver du relooking du Rassemblement National, mais il faut bien savoir à qui on a affaire. Moi, je sais que c'est une source de chamaillerie permanente entre Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et moi, mais je l'affirme haut et fort, bien sûr que dans la direction, dans ce qu'il indique dans sa campagne, dans sa façon de parler de l'immigration, des étrangers, de la France aux Français, je parle même pas de c'est bien sûr un parti d'extrême droite. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Sébastien Ménard ? Pas mieux. La réalité, c'est que le positionnement du Rassemblement National est à la droite de la droite, voire à la très à droite. En économie. Dites donc, voilà. Ouais, parce que vous savez que c'est de la flûte, le caractère social du... Regardez, commencez à cuisiner Bardella sur les retraites, vous allez voir. On va s'amuser. On retourne à Bordeaux avec Fred qui est avec nous. Fred... Il est à Besançon. Si vous le permettez. À Besançon, pardon. Si vous le permettez, non, c'est à Bordeaux. C'est à Bordeaux. Mais Philippe David. C'est à Bordeaux, c'est à Bordeaux. Parfait. Donc si vous le permettez, en fait... On n'entend rien. Si vous le permettez, en fait... Vous m'entendez pas ? Si, on vous entend. Ouais, donc si vous le permettez, si on fait un petit tour historique sur l'histoire du fascisme et tout ce qui s'ensuit, les premiers qui ont signé les accords germano-soviétiques sont les communistes. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là qu'on entend dire distribuer les cartes de fascisme et d'humanisme en France. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En fait, aujourd'hui, un Marocain a le droit de dire « je vis au Maroc », un Algérien a le droit de dire « je vis en Algérie », mais un Français n'a pas le droit de dire « j'ai le droit de vivre en France ». Mais ce n'est pas possible en fait. Si vous voulez accueillir la population mondiale, toute la misère du monde, le peuple français vous dit non aujourd'hui. Et quand le peuple français vous dit non, vous le traitez de fasciste. Aujourd'hui, on a 32% de Français qui ont voté aux législatives qui vous disent non, c'est bon, c'est terminé. Vous voulez qu'on arrive à 60-70% ?
Je pense qu'on n'y arrivera pas. Fred, on va faire réagir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Philippe et Françoise. Fred est excellent, mais je ne veux pas prolonger. C'est intéressant ce qu'il dit et il mériterait presque de gagner tout à l'heure. Hein, si c'est moi, je bien sûr que non. Il faut. Où est-ce qu'on a interdit aux Français d'être chez eux? Moi, je veux bien qu'on soit dans la face. Je veux bien qu'on soit dans la fantasmagorie. Je rappelle quand même que le Front National, c'est 32%. Il en reste donc, si vous allez faire des calculs, 68% de Français qui n'en veulent pas. Sébastien Ménard. Voilà. Allez. Alors, là, pour le coup, je vais édulcorer un peu votre propos, François. C'est qu'il y a 32%, et Dieu sait que ça me fait du mal de le dire, il y a 32% des gens qui ont fait le choix du Rassemblement national, il y a entre 5 et 6% qui ont fait le choix de Reconquête, et il y a une très grosse partie des électeurs LR, aujourd'hui, qui se reconnaissent, peut-être pas, mais en tout cas, ça commence à faire du monde. Allez, mais ça fait pas une majorité. Vous restez avec nous, mon cher Fred. Merci en tout cas de ce sujet. On revient dans un instant. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. Mon cher monsieur le procureur. Je distingue la vie politique intense, passionnante, du climat démocratique qui est mauvais. Eh ben, on en parle dans un instant. Vous êtes les bienvenus et on est ravis de vous accueillir tous les jours entre 17h et 19h avec Philippe David. Et vous en voulez encore des vraies voix? Ça tombe bien parce c'est pas fini. Hein. On en a jusqu'à 19h et avec nos vraies voix qu'on adore. Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300 avec Philippe David. On les tient comme ça. Et puis tout à coup, on les lâche comme des petits sauvages. C'est plutôt des grands sauvages. Hein. Non, mais ça, on ne moufte pas avec la minibus. Nous. Ah non, ça c'est sûr. On n'a pas un qui moufte. Le doigt sur la couture, madame. Non, on plaisante. Allez, dans un instant, Félix est avec nous. Bonsoir Félix, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on? D'Éric Ciotti qui retourne à son bureau de président d'LR et qui va même en justice contre ceux qui veulent l'en déloger. De Gabriel Attal qui dit pourquoi pas un débat avec Jordan Bardella ou même avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis de Louis Arnaud, 36 ans, otage en Iran. Il est arrivé en France après sa libération. En 3 mots, ça donne bureau, débat et otage. Et super, tout de suite, que dit le procureur? Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Pour une vie politique intense, pour un climat démocratique apaisé, est-ce un vœu pieux, monsieur le procureur? Oui, je trouve que, et vous semblez être d'accord avec ce point de vue, la vie politique d'aujourd'hui est éminemment passionnante. Elle peut être complètement grotesque, ridicule, effervescente. En tout cas, elle offre à ceux qui sont passionnés par la politique des séquences complètement inédite. Et j'aime énormément cette dispute politique qui est typiquement française. Mais je voulais un peu l'opposer aux manifestations permanentes de l'ultra-gauche qui viennent dans la périphérie chaque soir discuter les validités politiques que le scrutin a apportées et d'une manière violente à l'égard de cette démocratie et des forces de l'ordre qui sont régulièrement frappées. Donc c'est pour cela que je distingue la vie politique passionnante, effervescente, d'un climat démocratique qui n'est jamais exemplaire. Et ça me gêne. Françoise Degois. Moi, je ne fais aucune distinction. Je pense que la séquence politique, elle nous passionne parce qu'on n'est pas vraiment concernés. On est gourmand parce qu'on est des observateurs de la vie politique, plus ou moins politisés. Vous êtes de droite, je suis de gauche. Il n'y a aucune là-dessus. Mais la réalité, c'est que non, le climat démocratique est en dégradation totale. Je ne vois pas qu'est-ce que vous avez mené à être l'ultra-gauche là-dedans. C'est global. Si vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose de passionnant à voir le président des LR retranché dans son bureau, faire des vidéos, fermer à clé son bureau, si vous pensez que c'est passionnant, ça n'est pas passionnant. C'est-à-dire que on le regarde, on l'observe parce qu'on ne l'a jamais vu, mais je le mets sur le même pied. C'est-à-dire que cette façon de faire de la politique est aussi dégradée que le climat démocratique. Nous sommes dans un chaos. Nous dansons sur un volcan. Et je peux m'en réjouir en tant qu'observatrice gourmande, mais en fait, j'en suis assez, pas désolée, mais je suis sidérée en tant que citoyenne. C'est très grave ce qui nous arrive. Dans un sens ou dans l'autre, c'est très grave. Sébastien Ménard, très court. Difficile de faire très court, mon cher Philippe David. C'est parce que je regarde la pendule. Non, vous pouvez regarder la pendule, mais comme le dit si bien, et Dieu sait qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose avec Françoise, mais on danse pas que sur un volcan, on danse désormais, on commence à mettre un pied sur la lave, là. Bien sûr. Là, on est complètement dedans. Vous parlez, même si moi, je suis un repenti de la politique, j'ai toujours mes petites activités locales, d'élu local, mais je me suis engagé à 18 ans avec une certaine idée de la France. On militait, on se bagarrait,
on défendait des idées est un idéal, et aujourd'hui tout ça est souillé par des plans de carrière, souillé par des arrangements d'appareils, et j'ai envie de dire, j'ai mal à ma France, mais j'ai aussi aujourd'hui honte d'une partie des électeurs françaises et français. Oui. Non. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu, vous aurez l'occasion de lui répondre. Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont bureau, débat et otage. Et Éric Ciotti s'est assis à son bureau ce matin. Et dans le contexte actuel, c'est un fait politique. Lui s'estime toujours président en titre d'LR et n'en déplaise aux membres du bureau politique. Pendant ce temps, Gabriel Attal dit pourquoi pas un débat avec Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Le Premier ministre entend pouvoir affronter ceux qui aspirent à le remplacer en cas de cohabitation. Et puis, fatigué mais souriant après quasiment 2 ans de captivité en Iran, Louis Arnaud, 36 ans, est arrivé en France. Il a été libéré. Les vraies voix Sud Radio. La musique est solennelle et le geste étonnamment transgressif sur cette vidéo publiée par Éric Ciotti. Ce dernier s'assoit à son bureau. Tenez-vous bien, et oui, et ça devient fait politique en soi, son bureau de président de LR. Lui qui considère comme illégale la décision des membres du bureau politique qui, hier, s'étaient réunis sans son accord pour l'exclure après sa volonté affichée de s'allier avec le RN. Ce n'est pas un bureau politique. Il n'y avait pas de bureau politique hier. Le bureau politique, il est convoqué par le président selon des règles précises. Je n'ai pas convoqué ce bureau politique, donc il n'a aucune valeur juridique. Tous les experts, d'ailleurs, s'accordent sur ce point. C'était une réunion de personnes. On a vu le retour de tous ceux qui ont fait perdre à la droite depuis des décennies. Et aujourd'hui, moi, je dis, il faut changer de cadre. Il faut changer de personne aussi. Il faut se battre pour la France. Éric Ciotti ce matin sur France 2, il a donc annoncé saisir la justice qui pourrait examiner son recours en référé demain. Tout à l'heure, il est apparu à la fenêtre de son bureau à LR pendant que les autres membres du bureau politique, eux, entendent se réunir en visio de nouveau ce soir pour confirmer son exclusion. Pendant ce temps, à gauche, ça négocie dur sur la répartition des circonscriptions. Jean-Luc Mélenchon n'exclut pas d'être un hypothétique Premier ministre de cohabitation. François Ruffin aussi s'y verrait bien, tout comme le communiste Fabien Roussel. On va en reparler de la gauche dans un instant avec le grand débat des vraies voix. Et puis le deuxième mot, débat, Gabriel Attal se dit prêt à affronter Jordan Bardella ou encore Jean-Luc Mélenchon. Et oui, le Premier ministre interrogé sur le sujet lors d'un déplacement dans le Pas-de-Calais. Il y a déjà des propositions effectivement qui circulent de la part de médias et mes équipes ont été contactées et sur le principe, je suis favorable. Je pense que si débat il y a, il doit être entre celles ou ceux qui ont été plus ou moins identifiés comme potentiellement Premier ministre à l'issue de ces élections législatives. Et donc, issus de formations politiques qui ont une capacité à obtenir une majorité à l'Assemblée demain. Effectivement, avec M. Bardella pour l'extrême droite et ses alliés, M. Mélenchon pour l'extrême gauche et ses alliés, et puis moi-même pour ce bloc progressiste que je représente. Gabriel Attal ici au micro de nos confrères de BFM TV dans le Pas-de-Calais. D'ailleurs, à l'instant, Jean-Luc Mélenchon vient de décliner la proposition sur Twitter. Jean-Luc Mélenchon qui estime que c'est au chef de parti d'aller à ces débats tant que des candidats à Matignon ne sont pas désignés officiellement par chaque parti. Troisième mot, otage. Louis Arnaud est arrivé en France. Le Français de 36 ans était détenu en Iran depuis septembre 2022. Il est arrivé ce matin à l'aéroport du Bourget, accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Je suis très heureux d'accueillir ici un de nos otages qui était justement détenu arbitrairement en Iran. Et il nous reste encore 3 détenus arbitraires en Iran, travaillant encore. Je voudrais avoir une pensée pour eux également. Jacques Paris, Cécile Collère et Olivier qui sont encore détenus dans les prisons iraniennes. Le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, l'Iran détient en tout une dizaine de ressortissants occidentaux, leur régime accusé de s'en servir comme monnaie d'échange dans les négociations. Merci beaucoup Félix Mathieu et pardon pour ce retard à la gauche qui peaufine de nouveau son front populaire autour de Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin de se déclarer capable d'être Premier ministre si la gauche n'emporte bien sûr aux législatives, Philippe. Alors parlons vrai, est-il impératif d'avoir une seule tête d'affiche pour incarner un projet politique? Est-ce que prendre le plus consensuel est la meilleure solution? Et dans ce cas-là, qui serait-il à cette question? Qui doit être la tête d'affiche du nouveau Front populaire? Vous dites à 20% Mélenchon, à 21% Glucksmann, à 27% Ruffin et à 32% un autre. Vous voulez réagir? Appelez-nous. Zach attend vos appels au 0826 300 300. Nicolas Corato est avec nous, président fondateur du think tank Place de la République. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que finalement, Raphaël Glucksmann n'est pas le grand oublié de ces discussions?
Comment dire, on l'a volontairement oublié, Raphaël Glucksmann est le dépossédé de cette séquence, puisque il comptait beaucoup dimanche soir, et puis lundi matin, il ne comptait plus. Ouais, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, 0826 300 300, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Alors, comment m'appelle la maîtresse d'école, ce qui n'est pas le cas, je vais faire l'appel. Est-ce que Philippe Bilger est là? Présent. Est-ce que Françoise de Gaulle est là? Présente, madame. Est-ce que Sébastien Ménard est ici? Présent. Alors là, le faillot, mais alors absolu. C'est pas possible. Lui, il est au premier rang. Ouais, maîtresse, j'ai bon. Hein. Et moi, je suis derrière. Présente. Est-ce que Philippe David est là? Présente. Oui. Ah non, j'ai dit présente, pardon, présent. C'est le faillot. C'est le faillot de base à côté de Ménard. C'est le faillot à côté de Ménard. Non, c'est des élèves brillants, c'est tout. Ce que vous n'avez jamais été. C'est sûr que ça se dit tout de suite quand on vous écoute et qu'on vous voit. C'est vrai que c'est une évidence. Qu'est-ce qu'ils sont brillants. Mais vous savez tous autant que vous êtes avec vos familles, on se demande ce qu'on va faire de vous. C'est ça qui est fou. Allez, bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors je commence par vous dire, je m'en sens capable, mais c'est-à-dire que vous êtes candidat, mais il faut que les autres acceptent. Non, je suis candidat de rien du tout si moi, je sais quelle est ma contribution à la vie de la gauche. Je m'en sens capable aussi, et si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un non, je suis prêt à prendre la place qu'on souhaitera pour transformer la vie des gens. Si jamais dans l'histoire de notre pays, quel que soit le poste que je puisse occuper, si c'est à Matignon comme Premier ministre, pourquoi pas? Compte tenu des chiffres que vous donnez, c'est forcément les Insoumis, eh bien il fera une proposition, il n'imposera rien, il proposera, et nous avons dans nos rangs de quoi faire. Alors je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Et donc vous l'avez entendu, François Ruffin a déclaré « Je me sens capable d'être Premier ministre ». C'était ce matin quand hier soir, Jean-Luc Mélenchon n'excluait pas de diriger le gouvernement de cohabitation. En cas de victoire du nouveau Front populaire aux élections législatives, l'Alliance de gauche devra donc proposer un candidat pour le poste de Premier ministre. D'autres noms circulent. Alors farouchement, certains parlent de de Fabien Roussel ou d'autres de Laurent Berger. Alors parlons vrai, est-ce que Mélenchon est en pôle position, puisque comme le disait notre ami Nicolas Corato, Raphaël Glucksmann a disparu et qu'il a fait le meilleur score à la présidentielle à gauche. Est-ce que la chose la plus importante dans une coalition, c'est la personne qui l'incarne ou le projet politique? Et à cette question, qui doit être la tête d'affiche du nouveau Front populaire, vous dites Mélenchon à 19%, Glucksmann à 21%, Ruffin à 27%, et autres, 33%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et nous accueillons le très élégant, parce que regardez-le sur YouTube, très élégant. Président fondateur du think tank Place de la République, Nicolas Corato, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, vous connaissez le principe, Philippe Bilger. On connaît Nicolas surtout. Comment il se la raconte, lui. Il est élégant, hein. Il est beau. Hein. Et moi, je reviendrai. Si j'ai autant de compliments, et si ça peut durer après le second tour des législatives, je reviendrai. Paris tenu, Philippe Nicolas Bilger. est d'une gauche délicieuse qui va me contredire avec urbanité. Mais sérieusement... Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est ça qu'il faut lire. Non, mais vous aussi, François. Merci pour les sous-titres, François. Vous avez évoqué la pléthore de premiers ministres qui se proposent d'une manière ou d'une autre. Mélenchon l'a dit élégamment hier, Ruffin à sa manière, Fabien Roussel... Glucksmann avait proposé Laurent Berger. Bientôt, on aura pourquoi pas Philippe Poutou, puisque la NPA fait partie de l'Union populaire. Oui. Mais pour rester sérieux... Oui, sois sérieux, parce que là... Et c'est délicieux d'avoir à parler d'une structure politique dont on est très largement... éloigné en ce qui me concerne. Je dirais que si j'étais de gauche, le plus compétent, mais il ne sera jamais appelé par Emmanuel Macron, ce serait Jean-Luc Mélenchon. C'est une évidence, mais le plus légitime, à mon avis, mais il n'acceptera jamais lui non plus, ça aurait été Raphaël Glucksmann.
Françoise Degois. Oui, d'abord, un mot... Qui sera peut-être Première ministre. Non, oui. Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, déjà, n'est pas du tout oublié, laissé dans son coin. Je rappelle que tous les représentants de Raphaël Glucksmann sont à toutes les négociations et travaillent texte par texte et travaillent les circonscriptions. Donc, l'idée du grand brûlé Raphaël Glucksmann est fausse. La deuxième idée de les électeurs de Raphaël Glucksmann se sentent trahis. Je reprends le sondage qui est sorti hier. 88% des électeurs de Raphaël Glucksmann sont d'accord pour le Front populaire. Donc, ça, c'est le premier point. J'en viens maintenant à votre question. Ça sert à quoi de parler de gens qui ne seront jamais Premier ministre? D'abord, Jean-Luc Mélenchon, il a fait ça plus qu'avec les formes hier. Hein. Il a dit, il y a quand même, c'est le piège de la question. Déjà, poser la question, c'est vous piéger parce qu'on va décortiquer. On sent bien, il a bien compris, je pense, Jean-Luc Mélenchon, même s'il dit l'inverse, il a bien compris le piège qui consiste à l'exposer comme repoussoir. Voilà pourquoi il refuse d'aller au débat. Il a bien raison. Et il a bien compris le fait qu'on n'en veut pas de lui comme Premier ministre. C'est clair et c'est net. De la même manière que François Ruffin. Il est bien gentil, François Ruffin, de faire des offres de services, mais c'est pas le sujet, François Ruffin. Raphaël Glucksmann n'a jamais fait d'offre de service de Premier ministre. Il a même dit le contraire. Je ne veux pas aller à Matignon. Vous comprenez bien que là, on est dans une espèce de jeu de dupes. C'est normal, c'est l'argument de la Macronie. Ça va être l'argument de Bardella. Regardez les affreux extrême-gauchistes. C'est pas ça le sujet. Et je pense que je suis pour les 33%. Je pense que le ou la première ministre qui vont sortir de ce scrutin, parce que je pense pas que ce soit les Insoumis qui soient en tête à gauche, je pense que ça sera à touche-touche avec le Parti Socialiste, ce sera forcément quelqu'un de la social-démocratie qui sera au barycentre et qui sera capable d'être accepté par les Français et capable d'être accepté, y compris par la droite, pour passer. Sinon, comment on gouverne? Vous comprenez bien? Imaginez François Ruffin avec Eh bien, non mais honnêtement, moi, tout le monde écarte par exemple Olivier Faure, mais il connaît très bien le fonctionnement de l'État. Il a été directeur de cabinet, mais il y a des gens dans le groupe et il y a des gens à l'extérieur. Sébastien Ménard, à qui il reste 12 secondes pour pouvoir parler. Non, pardon, c'est ma faute. Non, moi, je suis clairement, pour le coup, je suis un peu comme Philippe Bilger. Je suis consterné par cet improbable attelage qu'on nous présente depuis dimanche soir. C'est-à-dire que vous avez effectivement, et je l'ai dit sur cette antenne, Raphaël Glucksmann qui a fait une belle campagne de gauche, et c'est quelqu'un de centre-droit qui le dit, une belle campagne qui a réussi à rassembler sur des idées pro-européennes, sur des idées qui sont des idées d'un social-démocrate. Elles sont là, les idées. Quel est le problème? Tout ça avec Bompard, tout ça avec Rousseau, tout ça avec les Luluberlus de la NPA, etc. Je me dis que honnêtement, je donne pas cher d'une gauche plurielle à la sauce salafiste. Ça a très bien marché avec Jospin en 97. C'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr que si vous aviez Dominique Voynet, on n'a pas eu des drapeaux palestiniens dans l'enceinte de l'hémicycle. On n'a pas eu des espèces de tarés d'agités du bulbe qui clairement sont des dangers pour la démocratie. Si les Verts c'était quelque chose à l'époque de Voynet, vous avez la mémoire courte. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on en est effectivement à peut-être envisager la candidature de l'un, la candidature de l'autre. Pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Je rappelle quand même qu'au soir de ce scrutin européen, qui est évidemment une photographie à un tour, un instantané, la France bascule très à droite. C'est ça la réalité. Nicolas Corato, après avoir entendu ça, et on se dit franchement qu'entre Glucksmann et Poutou, est-ce que la seule solution, c'est pas de trouver... pas de Poutou, on n'est pas obligé de faire... Mais on n'est pas obligé de Philippe Bilger l'a rappelé. Vous permettez. Est-ce que la seule solution, je vais faire des maths niveau 5e, c'est pas le PPMC, le plus petit multiple commun? Mais je crois que vous sous-estimez, à part Philippe Bilger qui a envie de rejoindre le camp du progrès, si j'ai bien compris. Je pense qu'il est en train J'y vais lentement, Nicolas. Vous sous-estimez l'influence de la gravité du moment. La gauche, elle est face à deux dangers existentiels, disparaître et voir disparaître la République. Et moi, je salue la retenue et la sérénité des responsables de toute la gauche, qui offrent d'ailleurs, pardonnez-moi de vous le dire, un spectacle bien plus digne que leurs homologues du centre macronien, des républicains de droite et de l'extrême droite, qui sont tous en train de s'entre-déchirer, alors que le moment est grave pour tout le monde, pour ceux qui veulent accéder au pouvoir,
comme pour ceux qui ne veulent pas voir le Rassemblement national accéder au pouvoir. Et que ce qui marque depuis le second tour et l'annonce de cette dissolution, c'est cette retenue, ce sens des responsabilités de tous les responsables de la gauche, de Raphaël Glucksmann à Jean-Luc Mélenchon. Et que donc, le sujet... Et pourquoi ce sens des responsabilités? Parce que moi, je crois quand même que ce Front populaire, il est né, et souvenez-vous des images, sous une forte pression de jeunes qui étaient de manière quasiment spontanée dans la rue et qui ont demandé aux leaders de se conduire, pour une fois, à la hauteur de l'enjeu historique que présente cette élection législative. Et si vous vous baladez dans les rues de Paris ou d'autres agglomérations depuis quelques soirs, vous voyez d'autres jeunes qui sortent de manière spontanée manifester, là aussi avec une certaine dignité et une certaine profondeur. Et je crois que ce regard porté par la jeunesse et par les électeurs démocrates et républicains sur ce qui se passe à gauche les oblige et exerce une forme de pression qui impose cette retenue qui, à mon avis, est tout à fait bénéfique au débat public et qui dénote. On a beaucoup dit que la gauche, c'était la pagaille à l'Assemblée nationale. Pardon, mais depuis que l'heure est grave, s'il y a un camp qui se conduit bien, c'est la gauche. Philippe Bilger. Mon cher Nicolas, je le dis, c'est une question que je pose de manière très courtoise. J'entends bien que ce qui a fait l'union, c'est le fait que l'ensemble des forces de gauche a un ennemi commun, celui qui est qualifié d'extrême droite. Mais je trouve que vous exagérez un peu, me semble-t-il, lorsque vous parlez de la tenue et de la dignité à gauche. Parce que, est-ce que vous trouvez véritablement qu'après ce qui a précédé les élections européennes au cours des semaines, il était digne de la part des forces, pour aller très vite, social-démocrates et écologiques, de se rallier aussi rapidement, sans l'ombre d'une repentance, à LFI, qu'il détestait quelques semaines auparavant pour des raisons très plausibles? Est-ce qu'il n'y a pas là une totale incohérence et peut-être même une indignité? Mais que n'auriez-vous pas dit, mon cher Philippe, s'il n'avait été ni digne ni retenu? S'il n'avait pas été à la hauteur du moment historique? Parce que c'est ça le sujet. Pardon, mais moi, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais je trouve que Jean-Luc Mélenchon est plus à la hauteur du moment historique que Villepéi, que M. Ciotti. Que Marion Maréchal. Je trouve que M. Glucksmann et Mme Panot sont plus à la hauteur du moment historique que M. Attal. Et je trouve que quand on voit ce qui se passe au niveau de l'extrême droite avec le clan familial qui est en train de se reconstituer et le vaudeville zémourien, franchement, tous ces gens qui ont vocation à devenir les gouvernants de ce pays ne sont pas à la hauteur de ce moment. Je constate simplement, mais c'est un constat orienté, vous le savez bien, mon cher Philippe, mais je peux m'en réjouir parce que j'ai eu peu l'occasion de me réjouir de la gauche ces derniers temps, vous avez raison. Je constate que ces responsables, enfin, sont à la hauteur d'un moment historique et que la population de gauche les regarde et les contrôle et que ça dépasse l'organisation de leur propre parti politique. Il y a une vraie pression et un vrai enjeu qui peut-être ne se retrouve pas à droite. Est-ce que vous avez écouté Patrick Kanner ce matin, le sénateur PS, qui disait que le point final, c'est qu'ils reconnaissent que le Hamas soit une organisation terroriste et le soutien absolu à l'Ukraine. Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Est-ce qu'on sait qu'on a statué sur ces sujets-là? Bien sûr, ils sont en train de statuer. Moi, je pense qu'il n'y aura aucun problème au final, y compris pour les livraisons d'armes sur l'Ukraine. Et je pense que le vrai problème porte sur les cas de Adrien Quatennens, de Julien Bayou et de quelques députés LFI qui se sont particulièrement mal comportés, à qui il est très difficile pour les partenaires de gauche de donner une étiquette unique. Mais le dernier point très important, je rejoins ce que dit Nicolas, et c'est pour ça qu'on n'est même plus dans une alliance. Il y a quelque chose qui est en train de dépasser les partis de gauche, qui est du domaine d'un élan du peuple du peuple de gauche, qui dépasse largement les étiquettes. C'est-à-dire que, ok, Mélenchon, antisioniste avec des députés antisémites, ok, on s'en fout. Vous n'avez pas mesuré à quel point le combat contre l'extrême droite est structurant, et c'est d'ailleurs le monsieur qui en a le plus profité depuis 7 ans, c'est Emmanuel Macron, et c'est la première fois peut-être que ça va se retourner contre lui. La gauche et l'extrême droite, c'est structurant. Fred de Bordeaux est avec nous. Bonsoir Fred. Oui.
Bonsoir. Donc, j'aurais aimé revenir sur beaucoup de points, notamment sur cette espèce d'angélisme au niveau de la gauche. Oui, ils ont conscience, ceci, cela. Mais excusez-moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un parmi vous dire il y a quelques mois que Jean-Luc Mélenchon était antisémite en fait. Bah si, Françoise de Gaulle l'a dit. Vous délirez Françoise le dit très souvent. Non, moi tout le temps. Alors, ça fait depuis le 7 Je sais pas en octobre. particulier vous, mais dans la famille politique de gauche, la gauche d'une façon générale, Bien je sûr. suis désolé. Aujourd'hui, moi je souhaite un Mélenchon à la tête de cette union, et on va voir un chef antisémite à la tête d'une union de gauche, et je trouve que Glucksmann n'a absolument rien à faire dans cette union. C'est pas sa ligne politique. Et aujourd'hui, l'électorat de Glucksmann va aller voir notre empereur Macron. Et voilà, ainsi va la vie. On est en train de négocier des postes, on est en train de négocier mais l'essentiel est oublié. Quand vous parlez aujourd'hui de 94% des communes françaises qui ont voté majoritairement pour le Front National, 96. vous ne traitez pas le problème. 96. Non, département. Non, commune. C'est très peu sur 36 000. 96%. Ah oui, d'accord. 94 ou 96%, je me souviens plus du chiffre, mais c'est un chiffre astronomique. Il y a le peuple. On va pas dire que 94% des municipalités sont des fachos. Arrêtons. C'est pas le problème. Attendez. Oui, pardon, mais il y a les élections législatives. Le dernier mot de Nicolas Corato pour répondre. Pour synthétiser très vite ce que disait Fred, est-ce que Glucksmann n'a pas plus sa place avec Macron qu'avec Mélenchon? Mais jamais de la vie. Nicolas. Comme le disait François, c'est pas le sujet. Qui met la République en danger aujourd'hui en dissolvant, en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale? C'est le président de la République. Donc, Raphaël Glucksmann, il a sa place. Il a sa place dans le camp des républicains qui veulent sauver la démocratie et qui ne jouent pas avec nos institutions. Voilà, c'est ça le débat et la parole de vérité et de responsabilité que doit mener la gauche. Aujourd'hui, le sursaut, il doit être démocratique et républicain. Et je suis content que la gauche soit à la hauteur de l'enjeu. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas Corato. Président fondateur du think tank Place de la République. On vous aurait bien gardé pour le qui c'est qui l'a dit, mais comme on avait peur que vous gagniez, on ne vous garde pas. Voilà. La prochaine fois. Restez avec nous dans un instant avec Fred, qui est notre auditeur du jour. Le qui c'est qui l'a dit. On fait une petite pause. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Après les débats sérieux, chers amis des vraies voix, les débats beaucoup moins sérieux. Le vrai truc. Le débat de fond. On devrait les faire. On désigne le Premier ministre avec celui qui gagne à qui c'est qui l'a dit. On met Mélenchon, Ruffin, Faure, Glucksmann, mais non, Bardella. On met Bilger, vous mettez que des gauche, Non, je continue. On met Bardella, on met François-Xavier Bellamy, qui vous voulez. Et celui qui gagne qui c'est qui l'a dit par à Matignon, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Philippe, vous voulez gagner qui c'est qui l'a dit? Non. Vous voulez pas Matignon? Non, moi, quitte à faire de la politique, je rêve de l'Élysée. Alors aujourd'hui, on va jouer au qui c'est qui veut être Premier ministre. Je crois que Philippe Bilger est en train de faire un AVC. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Fred qui est avec nous. Fred, tout va bien? Parfait. Il a l'air fort, ce Fred. Ouais, Fred, on sent qu'il je suis frustré en fait. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé aborder, mais le temps. Ça tourne vite. Et puis là, il reste 3 minutes 10 avant la fin du qui c'est qui l'a dit. Allez, le temps de perdre. On fait tout pour que vous puissiez gagner, Fred. Allez, qui c'est qui l'a dit? Un point sur Marion Maréchal. Elle rejoint le clan familial. Elle est pour le regroupement familial. Fred. C'est Zemmour. Non, oui, Fred l'a dit en même temps. Ouais, Fred l'a dit, ouais. C'est Fred. Un point pour Fred. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? La droite que nous souhaitons reconstruire ne s'appelle plus les Républicains. Alors, c'est un député du sud-ouest de la France. On vous aide. Aucune idée. Pradier. Bonne réponse de Philippe Bilger. Aurélien Pradier, député du Lot. Il est fort, il est bon Bilger aujourd'hui. Il a bossé. Non, je t'assure que non. Pas de portable, rien, pas de batterie, d'oreillette. T'as eu des mails, c'est pas possible. Non. Des mails. La confiance règne. Allez, qui c'est qui l'a dit? 2 points. On n'a pas voulu faire d'accord avec le parti Reconquête parce que Zemmour véhicule une radicalité qui ne nous va pas. Reconquête est une impasse politique. Fred.
Bardella. Non. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui engrange 2 points. Oh, moi, je suis Fanny, là. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur l'alliance Ciotti-RN et le Front Populaire? Mélenchon, Faure, Ciotti, Roussel sont prêts à tout parce que s'ils ne sont plus députés, ils ne savent plus rien faire, ils n'ont jamais su rien faire d'autre. C'était sur Sud Radio ce matin. Langauchat. Cahuzac. Bonne réponse, Cahuzac. Jérôme Cahuzac, ancien ministre. Et lui, il est gonflé parce qu'en plus, il est candidat. Il est candidat, effectivement. Oui, mais les chirurgiens. Et alors, on s'en Il fait encore de la politique? Oui, il y revient. Et il peut, Philippe David, nous mettre des cheveux. Eh ben voilà. On va réfléchir alors. Allez, qui c'est qui l'a dit? Venant de lui, c'est le 2 fraudeur, points, c'est les dingue. amis. Jordan Bardella veut un audit des comptes. C'est une astuce de garçon de bain. Oh là là, ça c'est... Attal. Non. Macron? Non. C'était ce matin sur Sud Radio. Ah bah c'est Cahuzac encore? Non, c'est le maire. Bonne réponse de Philippe Bilger. Je l'ai écouté à CNews, je l'ai pas Bruno manqué. Le Maire. Et allez, celle-ci. C'est terminé. À 2 points, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien. Aujourd'hui, je me sens à l'aise dans mes baskets. Ah voilà. Attendez. Fred, Mangauchat. Ah, c'est compliqué. Ciotti. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Éric Ciotti. Allez, faites fâcher. J'allais faire une blague, mais je l'ai pas faite. Et qui va aller à Matignon alors? Eh ben, finalement Sébastien Ménard. Merci. Il n'y aura donc pas de cohabitation. Bon courage à Fred. Sébastien, vous me filez un petit poste. Ah non, quelle horreur, moi je veux pas bosser avec lui. Moi je rentre direct dans l'opposition. Barricade dans l'encercle parce que le gars à Matignon, alors là. Fred, on vous fait des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été notre vraie voix. Mais le gagnant, c'est Sébastien Ménard, 7 points. Philippe Bilger 5 et Fred Zepafani 1. Et moi 0. Et merci Fred, et j'espère que vous reviendrez chez nous. Vous serez le bienvenu. À très bientôt. Dans quelques instants, les tours de table de l'actu de Philippe Bilger. Du côté de Knafo, Zemmour et tout ça, une brouille programmée. Avec vous, Françoise. La photo folle, crépusculaire de l'Elysée avec tous les ministres et Macron. Avec vous, Sébastien Ménard. Une lueur d'espoir au Sénat avec Claude Maluret. Ah bah dis donc, du positif. C'est bon ça. Allez, à tout de suite. Les vraies voix, Sud Radio, et merci de votre fidélité. Après cette partie de football enragée dans les studios de Sud Radio, où le vainqueur était largement Philippe Bilger quand même, Françoise de Gaulle est avec nous, ou Françoise Sarkozy. Non, c'est pas ça. Non, oui. je suis en train de préparer mes fonctions à Matignon en fait. Ah oui, d'accord. Donc les lunettes noires, tout ça, mais vous avez perdu le quiz. Oui. Je m'en fous. C'est moi qui ai gagné. Mais je laisse ça au minable, ça. Je vous en prie. C'est gentil pour Philippe Bilger. Sébastien Ménard est avec nous. Mais on sait qu'elle est toujours très lucide. On vous souhaite la bienvenue. Dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. On parle beaucoup de trahison à tous les étages depuis dimanche. Félix. Bah oui. Donc on va en parler. Vous allez voir. Bon, c'est un mot qui revient dans l'actu en ce moment. Et comme d'habitude, je vais remettre le clocher, non la décence, au milieu du village. Depuis toujours, je suis un peu ringard, je pense que l'exemplarité doit venir d'en haut, et le moins qu'on puisse dire est que la classe politique, toute tendance confondue, offre depuis dimanche un spectacle qui est le meilleur agent électoral pour l'abstention. Tout y est. Coup tordu, trahison, reniement, accusation, boule puante, injure, et ce spectacle affligeant est totalement sans filtre ni limite. En voyant les événements des derniers jours, vous avez tout à la fois le parfait mélange de Baron Noir, Dallas Dynasty, dont on peut dire que les scénaristes étaient des petits joueurs dans l'écriture de leurs scénarios pour ces séries télévisées. Le seul problème est que, pendant que sa vitupère se poignarde de face ou dans le dos et s'envoie des tomates à la figure, les usines continuent à fermer, comme le chocolat poulain à Blois ou Saupiquet à Quimper. La dette continue à se creuser et des millions de Français ne font pas 3 repas par jour. Sans oublier le déclassement de la France à l'international et la situation au Proche-Orient. On ne parle d'ailleurs plus du tout de Gaza depuis dimanche. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, merci, puisqu'on en a parlé pendant toutes les européennes. Bref, on est en ce moment même en train de vivre un règlement de compte à hockey choral où ça tire à balles réelles, en espérant que pour notre pays, tout ne se termine pas en apocalypse now. Philippe Bilger. Là où je vous rejoins, on ne parle plus des sujets importants que vous avez évoqués. Mais là où votre description apocalyptique de la situation d'aujourd'hui, et d'ailleurs, ça, elle rejoint un peu ce que disaient Françoise et Sébastien tout à l'heure, là où je me distingue un petit peu, c'est que je suis persuadé, au risque, encore une fois, d'être naïf, que de ce chaos pourra surgir quelque chose de meilleur.
On espère. Je partage. Non, moi, je vous dites ça parce que vous essayez de faire de la littérature et parce qu'en fait, vous avez un goût pour ce genre de situation. Non, je vous jure, en réalité, François, peut-être. Moi, si quelque chose de meilleur qui sort, c'est la gauche qui gagne le 7 juillet, si je puis m'exprimer ainsi. Mais je crois que même globalement, non, je pense que Emmanuel Macron, en appuyant sur le bouton de dissolution, a fait le calcul qui sera à nouveau encore lui l'homme le plus riche du cimetière, mais il est également l'organisateur des pompes funèbres, le type qui creuse les tombes, etc. Et moi, je suis désolé de tant de légèreté, de tant de pusillanimité, et je suis désolé, et je rejoins peut-être pas avec les mots, je serai encore plus dur, je pense, que Philippe David. Je pense que nous arrivons au bout du siphon de la dégradation de ce qu'est le personnel politique. Sébastien Mineur. On arrive effectivement on se retrouve dans une situation, mon cher Philippe David, où on est allé au bout du bout des jeux d'appareils. Parce que là, ce à quoi on assiste, c'est finalement... mais des jeux tout court, Sébastien, du jeu. Et encore, je pense qu'on n'a pas tout fait. On se rend compte que les décisions qui ont été prises ces dernières heures n'ont pas été aussi préparées que certains peuvent le dire ou le commenter. Il y a effectivement différents scénarios qui étaient sur la table, mais je pense que à quelques jours d'un événement mondial majeur, à quelques jours, quelque part, d'une trêve estivale, où en plus on avait des textes à l'Assemblée, etc., où il y avait quand même de quoi s'occuper, évidemment, la situation de blocage à moyen, long terme, ce serait notamment l'arrivée de l'examen du budget aurait figé politiquement le Parlement, il aurait peut-être été à ce moment-là d'usage de peut-être dissoudre ou de reformer une coalition plus large, etc. Là, c'est sûr qu'effectivement, on n'est pas au pied d'un volcan, comme je le disais tout à l'heure. On a les pieds dans la lave volcanique. Allez, vous avez la parole et on revient sur ce mot trahison qui revient à tous les étages depuis dimanche soir, depuis l'annonce de cette dissolution. Oui, ça va redorer un peu le blason de la vie politique par rapport à ce que vous étiez en train de dire, comme si ces législatives express avaient tout catalysé façon Big Bang. Marion Maréchal, désormais accusée donc de trahison par Éric Zemmour. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Après avoir été un temps accusé de trahir sa famille en pleine campagne présidentielle, c'était il y a 2 ans et quelques, en pleine élection présidentielle. La nièce de la principale opposante d'Éric Zemmour, c'est-à-dire la nièce de Marine Le Pen, effectue effectivement aujourd'hui son ralliement à Reconquête, rejoint donc la campagne d'Éric Zemmour. Du côté de LR, les ténors accusent Éric Ciotti de trahir les valeurs du gaullisme ou d'avoir trahi l'appareil en négociant avec le RN dans leur dos. Ici, Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez. Il nous a trahis pour une circonscription, la sienne. Il nous a trahis pour un poste de ministre. Je crois à la politique qui est faite dans la clarté. Parfois on convainc, parfois on ne convainc pas, mais on ne trahit jamais. Éric Ciotti, lui-même trahi par ceux qui l'accusent de trahison et qui ont voté son exclusion. Pendant ce temps, à gauche, partisans ou opposants à l'union avec LFI s'accusent, les uns de trahir leurs valeurs pour des sièges, les autres de trahir la nécessaire unité. L'avenir proche nous offrira sans doute d'ailleurs aussi des accusations, pourquoi pas, de trahison entre insoumis pro-Ruffin ou pro-Mélenchon par exemple. Alors pour se détendre, ce tweet signé Guy Golo avec l'affiche du parti animaliste. Le chat du parti animaliste exclu par son camp après qu'il ait annoncé une alliance avec chasse, pêche, nature et tradition. On montre l'image d'ailleurs. C'est vrai que ce mot trahison, on a l'impression que finalement tout le monde a un couteau planté dans le dos. Non, c'est intéressant parce que vous savez à quel point c'est ma famille politique, la gauche dans son ensemble. Ça nous avait échappé. Nous avons l'art quand même de nous mettre des peignets olympiques. C'est vraiment, je pense qu'il ne s'est pas passé 5 ans sans qu'il y ait de la dramaturgie à gauche. Mais là, je dois dire quand même que quand la droite et l'extrême droite se mettent à disjoncter, eh bien, c'est un régal. Ils battent absolument tous les records et je les remercie. J'entends Éric Zemmour et Marion Maréchal. Vous vous souvenez de ça? J'ai l'impression d'entendre les poupouches entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Moi, ça me ramène absolument à ça. Je vois Éric Ciotti et je me dis finalement, ok, je suis de gauche, mais la droite est capable de faire pire. C'est ça qui est bien. Juste un mot, une seconde, Sébastien. Talleyrand avait tout dit, la trahison, c'est qu'une affaire de date. Là où je ne suis pas d'accord
d'accord avec vous, et je ne suis pas d'accord avec vous, Félix Mathieu, c'est qu'il n'y a pas de trahison. Pour celles et ceux qui connaissent particulièrement la vie politique à droite, le positionnement d'Éric Ciotti aujourd'hui est tout à fait conforme à ce qui se passait en coulisses. Je rappelle quand même que l'une des points de rupture, il a été très longtemps le collaborateur de Christian Estrosi qui lui a tout donné, c'était ça. C'était sa radicalité à droite. Premier point. Quant à Marion Maréchal Le Pen, que j'ai eu l'opportunité, je ne dis pas la chance, mais l'opportunité de croiser, honnêtement, elle n'a jamais quelque part failli à la ligne politique qui a été la sienne. Donc aujourd'hui, il s'agit non pas d'une trahison, ni pour l'un ni pour l'autre, mais d'une clarification. Merci les amis, allez vous rester avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Françoise Degois. On parle de quoi ? De la photo crépusculaire qui circule sur les réseaux sociaux d'Emmanuel Macron et ses ministres. Sébastien Ménard. Une petite lueur d'espoir au Sénat avec Claude Maluret. Et avec vous, Philippe Bilger. Justement, Maréchal, Knafoe, Zemmour, Marine Le Pen, Bardella, une brouille programmée. Allez, on en parle dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue et merci de votre fidélité à Sud Radio. Comme tous les jeudis, on reprend l'antenne avec des gens qui parlent autour. C'est jeudi, c'est comme ça. Jeudi, c'est comme ça. C'est bavard, ça discute, ça voilà. Soyez les bienvenus dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300. Et c'est Zach qui vous attend. Coucou Zach. Voilà, Zach. Qui sera très content en tout cas de vous passer à l'antenne. Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. C'est tout de suite votre tour de table de l'actu. À table, c'est correct. Ce que je vais te dire, c'est sérieux, et puis c'est même grave. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Je pense que votre question est idiote. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger voulait parler d'un divorce annoncé. Maxime, on embrasse Maxime pour cet excellent jingle. Oui, oui, en fait, lorsque Marion Maréchal a rejoint Éric Zemmour, et je n'étais pas le seul à avoir cette lucidité anticipée, et que Sarah Knafoe a décidé de s'engager véritablement dans la vie politique avec un tempérament très rude, voire âpre, on était nombreux à penser que tôt ou tard, il y aurait un clash qui s'est traduit hier. Pour des raisons politiques, parce que je pense que la stratégie d'Éric Zemmour n'était pas la bonne par rapport à celle de Marion Maréchal, et je dirais, mais là je veux rester délicat, pour des raisons psychologiques. Je pense que d'une certaine manière, je pourrais analyser ce qui s'est passé comme à l'époque des Beatles, lorsque Yoko Ono est arrivé et que ça a créé une forme de désordre. Je pourrais le développer, mais je ne veux pas tomber dans ce qu'on me reproche parfois, une sorte de culte de l'anecdote, mais je crois beaucoup aux influences psychologiques, voire peut-être même de jalousie, qui ont présidé à cette mésentente grave, en plus des raisons politiques. Françoise Degois, imagine. Bien sûr, c'est évidemment ce qui s'est passé hier est le résultat véritablement de la détestation de deux femmes, c'est-à-dire Marion Maréchal et Sarah Knafoe, pour des raisons que je ne connais pas et franchement je m'en fiche du tiers comme du quart, mais vous avez absolument raison, on en est là, mais vous savez, la grande histoire politique, elle est souvent écrite par la petite histoire politique. On a ce genre de jalousie, la vie privée a déteint, Nicolas Sarkozy était seul en 2007, plaqué par Cécilia, il faisait semblant qu'il y avait du monde chez lui, et Ségolène Royal faisait semblant de rentrer chez elle alors qu'elle était plaquée par François Hollande. Donc on a vu ça, on sait que ça existe, et donc oui, bien sûr, vous avez absolument raison sur, je crois que ça n'a même rien à voir avec la ligne politique. Je crois que c'est lié à une forme de détestation qui est montée, et une détestation de Marion Maréchal parce que qu'on peut entendre. Moi, j'ai lu tous les indiscrets qu'a sorti l'Incorrect hier, la réunion qui se passe, c'est absolument odieux, mais Marion Maréchal, on ne peut pas lui donner tort quand elle s'adresse à Sébastien Rigaud en disant à Stanislas Rigaud en disant tu as passé ta campagne à saboter la mienne, donc c'est bien fait ce qui t'arrive si t'es pas élu. Je pense que on peut entendre ça. Elle était, Marion Maréchal, un corps étranger dans une espèce de petite troupe qui s'était créée pendant la présidentielle. Elle ne pouvait pas se greffer là-dessus. Sébastien Ménard.
Le vaudeville politique ? Oui, le vaudeville politique avec évidemment des détestations personnelles. J'ai envie de dire aussi, Reconquête, c'est une cabine téléphonique, donc une promiscuité politique et une espèce de consanguinité intellectuelle. Donc à la fin de la fin, tout ça fait que ça devient totalement explosif. Face en plus à une conjointe collaboratrice, c'est jamais simple. Voilà, parce que c'est la réalité politique, de la vie politique. Madame Knafo a une vie personnelle avec cette espèce de gourou mentor qui est devenu Éric Zemmour. Et à côté de ça, effectivement, une personnalité politique, une étoile montante ou pas d'ailleurs de la vie politique, à savoir Marion Maréchal. Tout ça ne pouvait faire dans une cabine téléphonique que des étincelles. Donc il fallait expulser quelqu'un. Ils ont expulsé Marion Maréchal. Et Françoise Degois, votre tour de table de l'actualité, c'est sur une photo que vous qualifiez de crépusculaire. Oui, une photo avec deux choses et je le livre à votre réflexion, les amis, Philippe, Cécile, les deux Philippe et Sébastien. Cette photo, elle est belle en soi. C'est-à-dire c'est une photo qui est prise avec Emmanuel Macron qui est de dos et avec face à lui ses ministres, notamment Gérald Darmanin, Gabriel Attal, et il y a également Yael Braun-Pivet, et on nous dit que cette photo, est prise au moment où il leur annonce la dissolution. Moi, je suis frappé par deux choses. D'abord, la qualité de la photo. Elle est en noir et blanc. Soisy de la Massonnière, évidemment, est une super photographe. C'est la photographe de l'Élysée. Je suis frappé par les visages. Je regarde le visage de Gabriel Attal et j'ai presque envie de dire, une fois qu'on enlève tout l'attirail de com, que j'ai de la peine, en fait, quand je le vois. Il a un mélange de tristesse, il a des points d'interrogation dans les yeux et il a de la colère également à l'égard de ce président qui est en train, finalement, de les dissoudre. Parce que Macron a dissous Attal, évidemment, dimanche. Il a dissous également Yael Braun-Pivet. Et je m'interroge sur cette photo, ce cliché, je m'interroge sur pourquoi Emmanuel Macron donne l'autorisation à sa photographe de diffuser ces images. Et c'est là, on voit en plus de ça, poser de façon ostentatoire la pendule, une horloge devant Emmanuel Macron, aller sur Twitter, donc je suis le maître des horloges, toujours les mêmes conneries. Et en fait, je me dis qu'il y a une perversion profonde de la part de ce président de mettre en scène, si vous voulez, la souffrance aussi qu'il inflige. Moi, je veux bien qu'on soit cynique, etc. Ok. Mais les ministres, ils seraient de gauche comme de droite, c'est aussi des êtres humains. Ok. Et cette idée de mettre en scène, d'accepter, ce qui me trouble le plus dans cette photo, c'est pas la photo, c'est que Emmanuel Macron l'ait fait faire cette photo et qu'il accepte qu'elle soit diffusée, mettre en scène la souffrance qu'il inflige à ses collaborateurs et à ce pays. Et ça, vraiment, ça me gêne. C'est le summum pour moi de la perversion. Philippe Bilger. Je vous rejoins, je ne l'ai pas vu la photo, mais vous l'avez très bien décrite, Françoise. Je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas de sa part la volonté de montrer à quel point il peut être dur. De dramatiser la situation. Si je peux. Un président de... Je vais. Je sais pas, je trouve ça tordu. Je suis pas du tout d'accord avec vous, Françoise. Me semble-t-il, ce qu'a voulu montrer le président, c'est la gravité de la situation, c'est la responsabilité qui est la sienne, et c'est aussi le sacrifice qu'il fait. Non mais et je suis pas foutage de mais comment vous pouvez théoriser un truc c'est pareil. Une réalité, mais vous dites qu'on est dans la perversion. Mais c'est de la perversion de montrer ça. Mais écoutez, mais excusez-moi, on voit pas une seule fois son visage, on voit le maître des horloges. Mais moi j'aurais pas dit ça si j'avais pas vu l'horloge à côté. Tu te fous de nous, Sébastien. Je veux bien que tu théorises tout ce que tu veux. C'est pas je ne théorise rien du tout. Tu crois que personne n'a pas compris la gravité au moment où on a vu son visage apparaître en disant dissolution, j'appuie sur le bouton. Franchement, arrêtez de dire qu'on est dans la perversion narcissique du chef de l'État. Arrêtez. Parce que c'est vers ça que vous voulez aller. Moi, bien sûr. C'est pas vers ça que je veux aller, c'est vers ça que je vais directement. Je viens de le dire 3 fois. Et tu sais très bien que c'est vrai. Je n'ai pas vu la photo, mais c'est tout de même surprenant de la montrer. Mais il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant. On est, et on l'a souvent commenté ici, la vie politique, il y a un storytelling. Voilà, vous avez un storytelling côté Mélenchon, vous avez un storytelling chez vos copains des LR, vous avez un storytelling chez les Macroniens. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? T'es le premier à te moquer de ça. Vous en offusquez, vous avez l'air de... on s'en offusque. Mais c'est pas que je m'en offusque, je dis juste, Sébastien, les gens qui nous écoutent, que ça donne strictement, ça qualifie un trait de caractère d'Emmanuel Macron. C'est vous qui le dites. Mais vous le pensez aussi, mais vous le direz jamais. C'est pour ça que vous n'êtes pas honnête. Mais vous n'êtes pas honnête, sérieux. Je suis tout à fait honnête. Allez. Souris. Et quand j'ai des amis, je les défends. Non,
Non, oui, mais... moi c'est pareil, j'ai déjà défendu Hollande contre l'indéfendable. Je comprends dans quelle situation vous êtes, mais dites-moi que j'ai raison un peu Vous quand êtes même. tous les deux torves et fourbes finalement. Bon, arrêtez, Philippe David, ça va être votre tour. Les amis, Sébastien, puisque vous aurez la parole juste après la pub, on va parler de quoi ? D'une lueur d'espoir qui s'éveille et qui s'élève au Sénat avec le sénateur Claude Maluret. On en parle dans un instant, allez, soyez les bienvenus. Et attention, restez bien avec nous, parce que juste au retour de pub, on a peut-être une joie pour vous. Un immense bonheur, même, je dirais. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Philippe Bilger est avec nous, Sébastien Ménard et Françoise Degois. Et comme nous tenons vos promesses, et nos promesses en tout cas, voilà, nous on dit les choses et on les fait. On n'est voilà. pas des politiques. Ah, c'est peut-être ça alors. On tient nos promesses. C'est peut-être ça la différence. On plaisante, bien entendu. Allez, on vous offre ce très joli cadeau parce qu'on a envie que vous partiez en vacances. C'est bientôt les vacances. Et on vous offre un séjour de 2 jours au Futuroscope pour 4 personnes, j'ai bien dit. 1, 2, 3, 4. Une nuit, des petits déjeuners, les entrées au parc sur 2 jours, ce qui est plutôt assez génial. 0826 300 300. Allez, Sébastien Ménard, donnez-moi un chiffre entre 0 et 14. 8. 8e appel au standard pour un séjour de 2 jours. Le parc Futuroscope, 4 personnes, une nuit, des petits déjeuners, les entrées au parc. On est ravis de vous offrir ça. C'est offert par Futuroscope et Sud Radio. Allez, vite, téléphonez, vite. On a envie de vous entendre. On vous prend en direct. Allez, tout de suite, la suite des vraies voix avec le tour de table de l'actu de Monsieur Sébastien Ménard. Monsieur Sébastien Ménard. Moi, je voulais vous parler d'un sénateur que le microcosme politique connaît, qui est un centriste, qui est l'ancien président de Médecins sans frontières, ancien cofondateur du site Doctissimo, qui a été longtemps maire de Vichy, député européen, député secrétaire d'État pour les plus de 40 ans, et qui est l'actuel sénateur et qui est le patron d'un petit groupe qui s'appelle les Indépendants République et Territoire. Et en fait, je me posais la question, moi perso, je voulais publier quelque chose sur mes comptes sociaux à l'issue de ce cataclysme électoral, démocratique de dimanche. Et finalement, je ne trouvais pas les mots. Et je me suis rapproché de Claude et il me dit, je vais publier quelque chose. Et je vais vous le lire parce que honnêtement, je n'aurais pas fait mieux. Et voilà. Il dit « Depuis le résultat des élections européennes, la vie politique est devenue folle. À droite, le chef du parti gaulliste s'est vendu aux héritiers de Pétain, enfermé à double tour dans son bureau comme un enterré vivant qui se dévore dans son propre cercueil. Il a transformé le siège des Républicains en Fort Chabrol dont ses collègues essayent de l'expulser. À gauche, les héritiers de Léon Blum viennent de brader leur parti à une secte trotskiste menée par un gourou autoproclamé qui fait croire qu'il a du caractère alors qu'il n'a que des emportements et qui mène une campagne depuis 6 mois dans un climat d'antisémitisme débridé. D'un côté, un Ouistiti perché sur l'épaule de Bardella, exécutant les ordres. De l'autre, quelques chefs de parti agenouillés devant Mélenchon, baril de poudre, qui va tous les anéantir comme il l'a fait exploser à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit même plus dans la campagne qui s'ouvre de programmes, de calculs électoraux, de tactiques ou de stratégies. Il s'agit désormais seulement de dignité. La seule question que chacun de nous doit se poser, c'est de savoir si demain, il pourra se regarder dans la glace ou s'il aura voté pour les ennemis de la démocratie. D'un côté, une extrême droite. C'est bon. On a compris. Mais c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le papier qui est le sien, la publication qui est la sienne, c'est exactement le fond de ma pensée. C'est entre le Front National et le soi-disant Front Populaire, il est temps pour ce qui reste de la démocratie et des démocrates, j'en suis, de créer le Front Républicain. Voilà ce que je voulais vous dire. Philippe Bilger. On a le temps. Alors, je suis d'abord, j'aime beaucoup le sénateur Maluret qui, à intervalles réguliers, fait des discours relativement étincelants et ça s'arrête là. Objectivement, c'est juste qu'il dit, même s'il exagère un peu avec certaines métaphores historiques, mais pour le reste, je ne crois pas que de ce type d'intervention puisse naître l'espoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est du verbe, quoi. Oui, c'est du D'une verbe, certaine quoi, manière, c'est du jeu aussi, quoi. Oui, je suis d'accord avec Philippe. Je pense qu'il joue parce que c'est Maluret, qu'il adore faire des punchlines et qu'il veut exister dans la séquence. Mais la réalité, c'est que je vois bien le tableau apocalyptique qu'il décrit. Moi, je pense qu'on va être sur des projets contre projets. Au contraire, il raconte n'importe quoi. C'est pas du tout des tactiques, etc. Je pense qu'il y a 3 ou 4 projets de vision de la France qui vont s'affronter pendant 15 jours. Et c'est ça qui va être passionnant. C'est comment les Républicains
Républicains voient ce pays, comment le Rassemblement national voit ce pays, comment la gauche voit ce pays, comment les centristes et Renaissance voient ce pays. Donc vous savez, c'est se faire plaisir. En réalité, ça fera bullshit, malheureusement pour lui, mais bon, c'est pas grave, il trouvera d'autres raisons d'exister. Surtout que tous ces discours, sans exception, tous les 6 mois, sont admirés. Admirés, très spirituels. Oui. Mais alors, ils sont spirituels, mais la question, c'est que ça va pas plus loin que le bon mot. C'est ça le problème de Mahuret, c'est qu'il c'est du vif-argent. Ça serait un très bon chroniqueur de télé ou de radio, mais la réalité, c'est quelle est sa capacité d'entraînement 0 plus 0 c'est pas sa capacité, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, on est nombreux à être susceptibles de le dire. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que tout électeur aujourd'hui peut trouver sa place dans quelque chose. Oui. C'est très marrant de voir que aujourd'hui, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, du centre, etc. Je pense que l'offre politique aujourd'hui, qui va arriver, parce que là, on est juste dans les négociations de Circo. À partir de lundi, on rentre vraiment dans les programmes. Mais moi, je pense que tout électeur dans ce pays, que l'on vous incite à lire, hein, important. Oui, parce qu'on va les entendre, on va les écouter. On a le droit de prendre une posture malurée ou pas, qui renvoie dos à dos le Front National avec le Front populaire. Ce qui fait, les gens qui font ça s'appelle Renaissance, hein, et ça marche pas. Ça marche pas, pour le moment, ça marchouille. Ça ramouille. Bon, ça va peut-être remarcher, on ne sait pas. Vous savez pas. Généralement, quand on a un mot qui finit en houille, ça sent pas bon. Philippe David, attention. Vous allez passer pour des nouilles. Voilà. Non, mais moi, j'aimais bien votre contrepétrie, puisqu'on parle d'un sénateur. C'est pas mal. Allez-y. Osez, monsieur Philippe David. Aussi. On peut couper les nouilles au sénateur. Voilà. À vous de chercher, vous avez 3 minutes. Oui, c'est ça, vous avez 3 minutes. Je l'ai faite en off, vous m'avez poussé à la faire en on. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur ce feuilleton, hein, comme on dit, de l'éviction ou non d'Éric Ciotti, des Républicains, qui continue. La justice est désormais saisie et un nouveau bureau politique se réunit ce soir. Alors parlons vrai. Est-ce que ce clash est finalement une clarification chez les Républicains? Est-ce qu'ils peuvent échapper à une scission? Ciotti est-il la voix des militants? Venez nous le dire au 0826 300 300. Vous dites oui pour le moment à 81%. Et on en parlera dans un instant avec Luc Rat, politologue qu'on aime beaucoup, et vos appels au 0826 300 300, et c'est Zach qui vous attend. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos équipes. C'est les vraies voix, comme tous les jours de 17h à 19h. On parle actu, bien entendu, on débat, on vous laisse la parole au 0826 300 300, et on est très heureux de vous accueillir quand vous le voulez. Avec Philippe Bilger qui est avec nous, Sébastien Ménard et Françoise Degois. Je vous annonce officiellement le coup de projecteur des vraies voix ouvert. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. J'ai appelé tout de suite à ce qu'ils partent par dignité, et la dignité, ça n'a pas l'air de l'étouffer beaucoup. En tout cas, Éric Ciotti est président des Républicains, il a été élu par les militants. Il ose parler de famille politique, moi je ne connais pas un père de famille qui assassine ses enfants. Donc nous, on croit à cette coalition, on a fait en sorte que les choses se passent telles quelles, que Éric Ciotti reste à la présidence des Républicains, parce qu'on sait qu'on a la confiance de la base. La crise interne perdure donc chez les Républicains au sujet d'une alliance avec le RN. Éric Ciotti, président du parti, a engagé une action en justice pour contester son éviction, décidée par un bureau politique qu'il avait refusé de convoquer. Estimant cette décision illégitime, Éric Ciotti a réintégré ce matin son bureau au siège des LR. Alors parlons vrai, est-ce que dans cette fracture, Éric Ciotti est un homme seul ou presque? Est-ce qu'il y a chez LR justement une fracture entre le sommet du parti et leur électorat, comme l'a dit aujourd'hui Robert Ménard? Et à cette question, Ciotti est-il la voix des militants? Vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour en parler, Luc Gras est avec nous, politologue. Bonsoir Luc Gras, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, est-ce que... Pardon, non, mais il est en grande partie la voix des militants, c'est une évidence. Moi, je ne serais pas choqué par une union des droites à partir du moment où certaines conditions seraient remplies, mais à l'heure actuelle, personne n'en veut, ni chez les Républicains, ni Marine Le Pen. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a de fortes similitudes entre le Rassemblement national et les LR sur le plan régalien. C'est le seul critère qui fait qu'on adhère véritablement au Rassemblement national. Le reste, c'est de grosses différences, mais elles ne sont pas fondamentales. Mais
J'arrête là, comme on doit accélérer. François, je pense, je vais aller vite parce qu'il y a les deux copains qui sont plutôt spécialistes. Je crois, moi, que militant et électeur, c'est deux choses différentes. Donc, évidemment qu'il a l'onction des militants. Éric Ciotti, c'est évident. Sinon, il ne ferait pas. Il est quand même pas suicidaire à ce point. Il ferait pas ce coup de force. Après, je ne sais pas quel résultat ça a sur les électeurs, et ça a peut-être un résultat tout à fait opposé à l'effet recherché. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, la façon dont les choses se sont faites, je pense que au final, c'est extrêmement mauvais également pour Jordan Bardella. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national, l'idée générale, c'était de dire nous ne sommes plus seuls dans la conquête. Nous ne sommes plus seuls. Regardez, il y a les Républicains qui sont avec nous. Je pense que ça renvoie de façon induite, et ça jusqu'à la fin du scrutin, l'idée que même si ce parti arrive avec une majorité relative, il ne pourra pas gouverner tout simplement. Et ça, je pense que c'est désastreux pour les Républicains, c'est désastreux pour Marion Maréchal, mais on oublie de dire à quel point tout cela éclabousse aussi l'idée même que le Rassemblement national puisse gouverner avec une majorité relative en s'appuyant sur les Républicains. Quand on voit la réaction des ténors à l'Assemblée et au Sénat, c'est impossible. Sébastien Ménard. Si je prends un sondage qu'a lancé Éric Ciotti en fin d'après-midi, il a réussi à obtenir 60 000 signatures de soutien parmi les adhérents, les militants LR. Ce qui, de mon point de vue, est quelque chose de considérable, parce que je pense qu'il n'y a pas 500 000 adhérents chez les LR. Ils doivent être un petit entre 100, 150 ou maximum 200 000. Donc c'est très important. Et si on va sur le profil social à la fois d'Éric Ciotti ou des Républicains, on a des messages. Les cadres qui ont refusé cet accord ne pensent qu'à leur propre intérêt et pas au peuple français. Certains disent bravo à Monsieur Ciotti, etc., etc. La réalité, c'est qu'effectivement, ce fut par le passé ma famille politique, et quand je discute avec un certain nombre d'amis, toujours, je dirais, en fonction chez les LR, ils ont la droite dure un peu honteuse. Mais la réalité, c'est que la base militante, et j'irai même un peu plus loin et je ne suis pas d'accord avec Françoise, une grosse partie de la base électorale, c'est de toute façon déporté. Le poids politique, c'est un questionnement que j'avais. Le poids politique des LR, c'est pas malheureusement pour eux le score de mon ami, qui reste mon ami, François-Xavier Bellamy. C'est pas ça du tout. Les électeurs se sont d'ores et déjà barrés et ont d'ores et déjà voté, notamment aux européennes, pour Jordan Bardella. Donc les électeurs de droite et les militants, au premier desquels les militants LR, approuvent ça. C'est autre chose, une législative. Allez, l'avis de Luc Gras, politologue. Bonsoir Luc Gras, merci d'avoir accepté cette invitation. On rappelle de cette question, Ciotti est-il la voix finalement des militants, à en croire ce que dit Sébastien Ménard? Oui. Si on prend les chiffres, si on compte les morts, il y a 150 000 adhérents à peu près au parti. Il n'y a même pas plus de 120 000. Alors qu'autrefois, c'est un parti qui avoisinait plus de 500 000. Donc, vous voyez, il y a une déperdition énorme. Donc, c'est vrai que ça va dans le sens de ce que dit Sébastien Ménard, c'est que beaucoup sont déjà partis. Bon, la question, c'est les militants de base sont en fait complètement perdus parce qu'il y a eu tout un travail idéologique qui a été complètement abandonné à partir de 2002. La mort de toute cette famille de pensée droite modérée, c'est 2002. C'est-à-dire le moment où Jean-Marie Le Pen, ayant été au deuxième tour des élections présidentielles, pour ne pas perdre les législatives, l'UDF et le RPR à dimension populaire se mettent ensemble pour créer l'UMP. À partir de là, on est dans une droite orléaniste, ce qui n'a pas de colonne vertébrale. D'ailleurs, ceux qui ont créé ça ont été les premiers à aller chez Macron après. Et c'était foutu. Donc 20 ans pour la mort d'un parti politique, c'est à peu près ce qu'il faut compter. Donc de deux choses l'une. Les militants aujourd'hui, c'est pas qu'ils y vont avec gaieté de cœur au RN, c'est qu'ils ont l'impression que le LR n'a plus rien à dire. À partir de là, soit le parti revient à ses fondamentaux, il redevient un parti populaire, soit il meurt. Et finalement, ce qui est pathétique et ce qui fait l'attention de tous aujourd'hui, c'est pas tellement le résultat électoral, c'est qu'on est en train d'assister à la fin d'un parti, mais qui n'est pas remplacé dans le paysage. Philippe Bilger. Luc, moi je continue à penser, et ça n'est pas la démonstration forcément de la validité de mon point de vue, que ça fait longtemps que les Républicains se trompent en considérant qu'ils ne peuvent pas trouver une place pour eux, malgré ce que le macronisme a eu de droite. Il a beaucoup de gauche, par ailleurs. Est-ce que vous pensez véritablement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
J'ai pas compris la question. Au fond, nous non plus. Alors, pourtant, elle était claire. Est-ce que les Républicains n'ont pas eu tort de penser qu'en réalité, ils n'avaient pas une identité politique propre, malgré le macronisme? Ça vous va? Vous êtes retombé dans l'alacrité intellectuelle? Je comprends mieux. Vous savez, vous êtes tellement dans les hautes sphères, Philippe, que j'essaye de me hisser, mais, mais sans grand talent. Concrètement, là où le point est tout à fait... on peut partager ce point de vue, c'est qu'il n'y a de durabilité pour un parti politique que s'il a une identité idéologique. Le macronisme, c'était quand même un chose-trappe, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit depuis 2017? Non seulement Macron n'avait pas de troupe à aller piocher, débaucher chez les autres, mais il n'y a pas non plus de contenu, à part des grandes idées vastes comme l'Europe, etc. Et donc, le parti est mort de sa propre mort à partir du moment où l'identité, et pourquoi pas gaulienne, avec les développements de la participation, développement d'une force armée française qui soit pas réduite aux acquets, développement voilà, il y avait des choses dans le contenu du corpus idéologique du gaullisme qui sont perdus, d'ailleurs qui ont été en partie repris par le RN. Donc c'est vrai que c'est assez marquant d'observer que les électeurs, pour revenir à la question initiale, les électeurs qui étaient au RPR, aujourd'hui finalement, puisqu'ils sont à faune, vous avez vu, même Bellamy dit qu'il va, le nouveau président fraîchement mis en place, dit qu'il s'apprête à voter pour le RN au deuxième tour. Qu'est-ce que vous voulez, l'électeur de base? Il dit, en j'y vais politique, directement au premier. Soutenir S'il y a pas le de candidat LR. du deuxième tour, on va tout de suite soutenir dès le premier tour le RN. Donc il a fait, Bellamy, même si c'est votre ami, il a fait très mal. Il a fait très mal parce qu'il est mauvais politiquement. En difficulté, parce que quand on veut exister politiquement, on n'annonce pas déjà la couleur de son vote au deuxième tour, on soutient son candidat et on dit de toute manière il n'y aura pas d'alternative parce que nous allons rebondir. Mais c'est évident. Quelle faute lourde. Quelle faute lourde. Merci beaucoup, Luc Gras, d'avoir été avec nous. Merci mille fois. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Sébastien Ménoir. Salut. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. Et on reviendra sur cette taxe qui s'abat sur les voitures chinoises. Et puis finalement, est-ce que finalement les Européennes vont mettre un coup d'arrêt à la voiture électrique? On en parle dans un instant.